Le thème de la soirée sera cette grande loi du karma. On parle souvent du karma, mais des fois on se demande qu'est-ce que le karma véritablement vient faire dans ma vie, comment ma vie aussi est régie par la loi du karma. Il y a une très belle image qu'on partage parfois et qui dit que lorsqu'on bouge un doigt, on fait bouger les étoiles en même temps. Et on découvre petit à petit que parfois des tout petits gestes peuvent avoir de très grandes conséquences. Des grandes découvertes se sont faites par hasard. Et chaque geste est toujours imprégné d'une intention. À chaque fois qu'on agit, quelle que soit l'action qu'on pose, on peut toujours agir de façon très différente. On peut agir sous l'impulsion de l'anxiété ou du stress. On peut agir aussi sous l'impulsion du calme, de la sérénité. Comme si nos actions transportaient nos émotions. La vie est comme une danse. On se comporte en fonction des événements, en fonction des gens qui nous entourent. Mais on dit qu'ultimement, tout ce qu'on fait nous revient. Et selon la manière avec laquelle je me comporte. La danse de la vie fait en sorte que les choses reviennent, rebondissent. On sait qu'on peut générer du bonheur, mais on peut aussi causer de la peine. On peut faire rire et on peut faire pleurer. L'amour a sa propre danse, ses propres gestes. Et quand il n'y a pas d'amour dans une relation, c'est une autre danse, d'autres gestes. Ce soir, on prendra le temps de réfléchir à ce qu'on a comme choix devant l'action. Est-ce qu'on peut choisir notre façon d'agir? Est-ce qu'on peut contrôler nos actions? Et quelle différence y a-t-il entre les différentes actions que l'on pose?
Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Good. Alors on va faire en sorte que vous allez encore mieux, comme tous les mercredis soirs. Et ce soir, on essaye quelque chose de différent. On est, je pense, normalement en direct sur notre page Facebook aussi. Alors là, je vais vraiment faire attention à ce que je dis, parce que normalement, je dis beaucoup de bêtises, mais là, je vais me retenir un petit peu quand même. Hein, il faut... Hein? Bonne chance. Alors, s'il y en a qui sont avec nous sur Facebook, d'abord, on vous souhaite la bienvenue. Et l'idée, c'est aussi d'élargir un petit peu les soirées du mercredi. On a une transmission sur Livestream. Donc, ceux qui sont sur Livestream peuvent chatter avec Christine. Et ceux qui sont en direct sur Facebook peuvent chatter avec Lucie, peut-être Dominique si tu veux. Ça va faire bouger la caméra. Alors Lucie va répondre à ceux qui sont sur Facebook. Et moi, si vous voulez nous poser des questions, on est là. On peut interagir, faire des commentaires. Facebook a l'avantage de créer d'autres communautés aussi. Et je me disais que c'est une bonne soirée pour commencer ça parce qu'on parle de karma. Et une des particularités du karma, c'est son effet rebondissant. Et vous avez tous vu, je suis sûr, ces images de pendules dans lesquelles tu as plusieurs billes. Puis on lance une bille, puis elle frappe une rangée d'autres billes, puis là, toutes les billes commencent à réagir. Si vous avez vu sur différentes vidéos, des fois on voit après les mouvements qui vont se créer, partent en courbe. Après, c'est vraiment toute une géométrie incroyable. Et juste un petit mouvement, une bille qui frappe 5 autres billes, va enclencher toute une série de réactions. Évidemment, des mathématiciens, des scientifiques peuvent prédire exactement qu'est-ce qui va se passer, en sachant qu'une bille faisant tel poids, avec telle vitesse, va avoir telle ou telle répercussion. Est-ce que nos vies sont un peu comme ça aussi? Est-ce qu'on croit au karma? Est-ce que c'est un mot que vous utilisez? Peut-être, Christine, tu vas allumer aussi les lumières pour histoire d'avoir la lumière de la vie. Voilà. C'est ça qui m'inspire. Hein. Je suis branché d'ailleurs avec les lumières. Alors, quand on utilise le mot karma, c'est sûr que c'est un mot un peu oriental. Hein. On a été éduqué, je pense, soit avec peu importe la religion, les croyances, les philosophies. On nous a donné une formule du karma qui était un petit peu différente, qui s'appelait « Tu récolteras ce que tu as semé ». Et moi, c'est comme ça que je l'ai appris. On m'a dit « ce que tu fais, tu récolteras ce que tu as semé ». Et vous croyez en ça? Oui. Donc, on est tous des fermiers spirituels. Tous en train de planter quelque chose un jour ou l'autre. Puis est-ce que des fois, vous vous demandez « Mais qu'est-ce qui est en train de sortir de terre? Mais qui a mis ça là? » Des fois, on plante certaines choses, on ne sait pas trop ce qu'on plante. Si on vous donnait une bassine de graines, certaines graines, vous pourriez les reconnaître. C'est peut-être des graines de tournesol. Mais je suis sûr qu'il y a plein de graines, vous n'auriez aucune idée de ce que c'est, non? Vous pourriez bien les planter, mais vous ne savez pas si vous plantez des pissenlits ou des fleurs ou des cactus, je ne sais pas. Et dans l'approche du karma, il y a une dimension qui dit en fait que notre vie suit des lois, qu'il y a des lois physiques qu'on connaît, mais il y a des lois spirituelles aussi. Et tant qu'on peut ignorer la loi, en espérant qu'il n'y a pas de gendarme ou il n'y a pas de police, mais il y a toujours un risque quand on brise les lois aussi, qu'il y a des conséquences. Et de la même façon qu'on a étudié des lois physiques très simples, thermodynamique, la loi de l'entropie, enfin, toutes sortes de lois qui existent dans la physique. Au niveau spirituel, elles sont plus subtiles parce qu'elles sont moins faciles à prouver. De prouver que si on fait le bien, on reçoit le bien, que si on donne l'amour, on reçoit de l'amour. Ça se prouve, ça? C'est difficile, non, à prouver. C'est subjectif. Après, il y a l'effet placebo. Quelqu'un peut très bien dire, tiens, j'ai fait ça. Ah, il m'est arrivé ça 3 jours plus tard. Je suis sûr que c'est la conséquence. C'est la résultante. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a pas de preuve avec tout ça. Donc, on est dans un domaine quand même un petit peu abstrait. Alors, peut-être ceux qui sont en ligne, s'ils veulent
définir ou partager qu'est-ce que c'est que pour chacun d'entre nous la loi du karma. Et est-ce qu'on est conscient de cette loi du karma? Moi, je sais que quand je rentre du travail tous les soirs, ils ont changé un panneau. Puis avant, le panneau, il disait 50. Puis maintenant, le panneau, il dit 30. Puis au début, moi, je n'étais pas d'accord. Je trouvais que c'était mieux 50 que 30. Alors, je dis, ben là, ils exagèrent quand même 30. Puis quoi, après, on va être obligé d'aller à pied bientôt, on ne pourra plus. Sauf que dès les premiers jours, j'ai remarqué des voitures blanches très suspectes, avec des sapins de Noël sur le toit, là. Et là, je ne me suis pas fait prendre, mais j'ai vu qu'ils arrêtaient beaucoup de monde, puis qu'ils étaient bien déterminés à imposer une nouvelle réglementation, puis que cette rue-là allait désormais être maximum 30 km/h. Et c'est vrai que c'était un endroit le long d'un parc, avec des enfants, avec des risques, évidemment, des gens qui traversent une rue. Et aujourd'hui, on est peut-être plusieurs mois plus tard. C'est intéressant parce qu'on voit un raz-de-marée d'autos qui roule au moins à 50-60 km/h. Puis tout le monde arrive au sommet de la côte. Puis là, ça devient un défilé de yogis paisibles, comme un nouveau Champs-Élysées tapis rouge. Puis là, tout le monde est vraiment à la vitesse de l'escargot. Puis en fait, je me dis, c'est super agréable. C'est vraiment, en fait, c'est calme, c'est serein. Et là, on voit les gens traverser. Et je me dis, tiens, c'est juste un changement de règlement. Puis d'un coup, tout le monde obéit. Et là, il y a un nouveau comportement, et j'imagine qu'ils ont fait ça pour des raisons très particulières. Il y a sûrement dû y avoir des accidents, des risques. Les résidents ont dû se plaindre de voir des bolides passer à toute allure alors qu'on est aux abords d'un des plus grands parcs de Montréal. Et je me disais, c'est intéressant, ces lois qu'on établit entre nous, c'est des lois physiques, qui imposent tout à coup un nouveau comportement. Et la seule motivation, c'est quoi? La personne qui ralentit, moi je commence à me dire, oui, bon, c'est bien pour les enfants. Mais au départ, c'est juste, je veux pas de contravention. Puis tu vois le policier, puis tu te dis, si je brise la loi, je vais avoir une amende. C'est la seule motivation, c'est la menace. Si tu fais ça, c'est ça. Alors, il y a peut-être des gens qui suivent des lois simplement pour ne pas aller en prison. C'est pas la bonne façon, je pense, de suivre les lois. Et on peut suivre la même loi avec la satisfaction de faire quelque chose de bien, de se dire, ah ben tiens, je contribue à quelque chose de bien pour la société. Ou on peut juste se retenir de faire une mauvaise action en disant, voilà, j'ai pas trop envie d'aller en prison. Moi, je peux parler honnêtement, j'ai beaucoup freiné ma conduite automobile par mesure économique, point la ligne. Mon pied pesait très lourd, et mon porte-monnaie commençait à devenir très léger. Et là, je me suis dit, là, il y a une équation qui ne marche plus. Les points de démérite. Alors, après une certaine pénalité, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Tu es obligé de ralentir. Et ça m'a pris des années à apprécier de conduire très raisonnablement, beaucoup plus lentement, non plus par peur d'avoir des contraventions, mais par simple fait d'apprécier de faire un acte civique convenable, de protéger la vie des autres, d'être convenable, d'être respectueux dans un environnement résidentiel où il y a peut-être des jeunes, et ça a vraiment été très long comme changement. Mais là, on parle simplement de ma relation avec la loi. Et vous voyez où je vais en venir tout à l'heure. Je construis, il faut quand même que je tienne 3/4 d'heure. J'essaye, là. Mais l'idée est que, d'un point de vue spirituel, on va découvrir qu'il y a des lois qui gèrent aussi notre vie intérieure. Et une de ces lois est celle qu'on appelle bien sûr la loi du karma. Moi, quand j'ai commencé le Raja Yoga, je pense que je brisais à peu près toutes les lois spirituelles possibles, sans m'en rendre compte. Et au nom du vivre et laisser vivre, c'est ma vie, je fais ce que je veux. J'ai d'ailleurs, je me suis éloigné habilement des autorités parentales dans un but très clair de respecter non plus les lois de la maison parentale, mais bien mes propres lois telles que j'avais envie de les décider. Et ça s'appelle la jeunesse, ça s'appelle la vie, ça s'appelle... Après, ça s'appelle les erreurs de jeunesse, les erreurs de vie. Mais ça commence par la jeunesse. Puis après, tu vis différemment et
on vieillit, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui vous allez vous identifier à ça, on vieillit, puis un jour on se voit faire exactement ce que nos parents nous disaient de faire. Puis on se dit, bon, ben, finalement, ils avaient raison, quoi. Mais bon, on a tout essayé, on a brisé, on a fait l'inverse, on s'est révolté. Puis un jour, finalement, on finit par faire un peu la même chose en disant, ben, après tout, c'était assez sage le conseil qu'il nous donnait. Donc, notre relation avec la loi, qu'elle soit une loi parentale, une loi de sagesse, une loi philosophique, une loi comportementale, une loi de relation familiale aussi. Tu sais, je suis ton père, tu vas m'obéir. Je suis ta mère, tu vas m'obéir. Eh bien, notre relation avec ces lois évolue aussi beaucoup. Et ultimement, le but de tout ça, c'est de rester libre. Et briser les lois physiques aujourd'hui, ultimement, ça nous amène en prison. À respecter les lois, je caractérise et je prends des raccourcis, nous garde en liberté, quoi. Si on respecte les lois, on reste en liberté. Spirituellement parlant, la loi du karma, on pourrait la résumer très rapidement. Le cours qu'on donne, moi, quand j'avais commencé, c'était vraiment le cours qui m'avait complètement frappé en plein milieu du front en me disant « Wow, ça là, c'est majeur ». Et après la loi du karma, j'étais sorti du centre, je me souviens, complètement transformé. Je me disais « Ah ben là, ça vient de tout changer, ma vision de la vie. Tout ce que je vis vient de changer ». Et la loi du karma, elle est très complexe, elle est très détaillée, mais elle peut s'entendre à différents niveaux. Elle peut être de façon très grossière. Mène une bonne vie, tu iras au paradis. Mène une mauvaise vie, tu vas en enfer. Ça, c'est un gros raccourci qui est bien pour les bandes dessinées, à mon avis, puis qui est très bien pour l'aspect dramatique, mais à chacun de définir de quoi c'est qu'on parle, le paradis, l'enfer. C'est des grands mots. Hein, Alors, moi, je n'irais pas là-dedans du tout en ce moment. J'irais plutôt dans une notion de loi du karma plus concrète dans notre vie quotidienne. Et la notion qu'on peut établir, c'est que la loi du karma a plusieurs couches. C'est-à-dire qu'elle peut se mesurer, se vivre au quotidien, semaine après semaine, jour après jour, ou on peut ouvrir à une dimension plus philosophique sur la vie entière et éventuellement, éventuellement à d'autres vies, quoi. Alors, la loi du karma existe beaucoup dans les philosophies orientales qui parlent de réincarnation. Alors, évidemment, si on ne croit pas en la réincarnation, ben là, l'équation ne marche pas du tout. Tu as fait quelque chose de bien dans ta vie antérieure, donc tu vis ceci dans ta vie actuelle. Si on ne croit pas en la réincarnation, ça ne marche pas. Alors là, on sait qu'il y a des nuances, il y a des philosophies différentes, des croyances différentes. L'important, peut-être pour moi, est plus, dans une vie au quotidien, de faire l'expérience de l'impact que mes actions peuvent avoir sur moi-même et sur les autres, de façon palpable, mesurable, et dans une échelle de temps que je puisse mesurer aussi. Et là, je pense qu'on reste au moins plus pratique au départ. Quand on enseigne la loi du karma, on donne des théories très simples au départ. Un, c'est que la loi dit chaque action crée une réaction, et on dit égale et opposée. C'est-à-dire pour chaque action, il y aura une réaction égale et opposée. Égale dans l'intensité, opposée dans la direction. Donc c'est la définition de ce qu'on disait sur notre petite promo Facebook et autres. C'est la loi du boomerang. Tu lances quelque chose, ben, ça te revient tout le temps. Donc la loi du karma dit en fait tout ce que je crée va revenir avec la même qualité, la même intensité, mais la direction opposée. Je crée, puis ça revient. Donc si on traduit de façon, encore une fois, très schématique et très grossière, on dit, si je crée le bonheur, ben je reçois du bonheur. Si je crée de la souffrance, si je génère de la souffrance, je reçois de la souffrance. Si je crée du bien, tout ça étant des mots loadés, tabous, etc., si je crée du bien, je reçois du bien, etc. Donc ça, c'est la loi telle qu'elle est énoncée dans plusieurs philosophies religieuses ou philosophiques. Après, là où ça devient compliqué, c'est qu'on dit que malheureusement, cette loi, elle n'est pas informatisée encore. C'est une vieille loi
ancestrale, préhistorique, puis elle n'a pas encore été mise sur Google et dans l'informatique. Ce qui fait que le petit problème, apparemment, c'est que quand on crée quelque chose, ben le retour, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se faire. Et moi, j'aime bien l'exemple très pratique d'une facture téléphone. J'adore les factures de téléphone parce que je trouve qu'ils sont vraiment précis. Facture téléphonique, ça vous dit telle date, à telle heure, tu as appelé tel numéro, tu as parlé pendant tant de secondes, le taux était de temps à ce moment-là. Donc voilà, le coût total de tes 3 minutes 22 secondes de communication, c'est ça. Puis ils accumulent tout ce que tu as fait pendant un mois, puis on dit grand total, tu dois payer tant de communication. Comme ça que ça marche, hein? Puis t'as beau dire, c'est injuste, c'est beaucoup trop cher. Ils peuvent se défendre en disant, peut-être, mais à 8h12, le 5 janvier, qu'est-ce que t'as parlé de 12 minutes? Ben voilà, c'est ça le prix. Tu peux pas argumenter contre une facture de téléphone. La loi du karma, elle n'est pas informatisée, donc elle ne nous revient pas avec un détail très sympathique du genre, ben écoute, la souffrance que tu es en train de ressentir, là, nous sommes désolés, mais c'est la conséquence. Tu te souviens, en 1608, quand tu étais reine en Autriche, puis tu l'as décapité, la voisine, parce que tu ne l'aimais vraiment pas. Bon, on est désolé, mais ça a pris un peu de temps, mais avec intérêt, voilà, donc tu as des migraines aujourd'hui, puis c'est un peu ennuyeux, mais qu'est-ce que tu veux? Je plaisante, hein? Ouais, je ne veux pas aller là-dedans tout de suite, les injustices et les choses. On va essayer de rester juste dans la dimension personnelle, parce qu'on rentre dans des domaines très difficiles très, très touchés, quoi, un petit peu. Mais si je crée du bonheur, quand est-ce qu'il me revient le bonheur? Instantanément, 2 ans plus tard, 3 jours plus tard, le lendemain matin? C'est ça qui n'est pas clair. Ça peut être 30 ans plus tard. Est-ce qu'il y a des intérêts? Dans une autre vie. C'est là que ça se complique, quoi. Et là, la loi devient tout simplement subjective, à chacun d'y adhérer comme il veut, quoi. Seulement, l'idée, c'est que dans la définition de la loi du karma, karma veut dire en fait action, hein. C'est juste un mot hindi, sanskrit pour dire action. Et la loi du karma, en fait, on devrait parler de la loi de l'action et de la réaction. Et nous, ce qu'on essaye de définir en spiritualité, c'est que, est-ce que c'est vraiment l'action elle-même qui est importante? Ou est-ce que c'est la conscience que j'ai quand je fais quelque chose qui est importante? Ultimement, elles sont liées, hein, quand même, parce que, à moins de tuer quelqu'un par erreur, en général, il y a quand même une drôle de pensée qui vient quand tu décides demain, tiens, je vais aller agir de façon comme ça. Ou si tu veux aller porter un cadeau à quelqu'un, en général, tu l'as un peu prémédité. Puis tu as une intention. Si la personne en question est un chef politique, puis tu vas lui porter un cadeau dans le but d'avoir des subventions pour ton business parce que tu es là, ça, on connaît ce genre de démarche. C'est pas la même chose que d'aller porter un cadeau sans aucune intention de retour, avec simplement un amour pur, et puis de dire, écoute, ça me fait plaisir de t'offrir. Et donc, le même geste peut être porté par des consciences très différentes. Non? Tu peux offrir un bouquet de fleurs à ta conjointe, au conjoint, pour te faire pardonner une erreur. Chérie, je suis désolé. Ou tu peux offrir le même bouquet de fleurs à la même heure. Il aura coûté exactement le même prix pour dire, je t'offre ça, je t'aime, je pensais à toi, j'ai vu des fleurs. Pour moi, les plus belles fleurs de la vie, c'est toi. Donc, j'ai voulu t'offrir un bouquet. C'est beau, hein? OK, Facebook, vous réagissez, envoyez-nous des fleurs. Donc, c'est le même bouquet, il coûte le même prix. Je l'offre à la même heure, mais la pensée n'est pas la même. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le retour pour le geste que j'aurais posé sera différent? Et c'est là où ça devient extrêmement subtil. Est-ce que quelqu'un gère ça? Est-ce qu'il y a un tribunal quelque part qui dit « Ah, c'était bien hein, son bouquet de fleurs. OK, on va lui donner... OK, Pierre, là, tu viens... » Parce qu'on dit Saint-Pierre garde le portail, là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ça? Est-ce qu'à la fin, il y a vraiment
quelqu'un responsable pour vous dire, OK, vous avez accumulé tant, voilà, on vous donne un petit coupon, vous avez un rabais ce jour-là, c'est bon, etc. Puis vous avez des points Aéroplan en plus, tu sais, ça marche pas comme ça. Donc, il y a une invisibilité dans la loi du karma. La seule chose qu'on peut mesurer, qui est moins invisible, c'est quand on arrive à ressentir soi-même l'effet de ce qu'on injecte dans notre vie sur du plus long terme. Et moi, je me souviens que dans mon cas, quand j'ai appris la loi du karma, bon, c'est ça, j'ai trouvé ça très provocateur. Et on nous disait, par exemple, que autant dans les premières leçons de la méditation, on se dit, chaque pensée compte. Chaque pensée va avoir des répercussions. Dans la loi du karma, on se dit, non, chaque action va avoir. Puis on dit, pire que ça, tu agis constamment. Donc, il n'y a pas une seconde où tu n'es pas en action. Donc, il n'y a pas une seconde dans laquelle on n'est pas en train de semer quelque chose qui va nous revenir en pleine face un jour ou l'autre. Puis là, on nous dit, c'est encore plus compliqué que ça. Chaque action que tu fais à chaque moment est déterminée par l'intention, la motivation, la conscience que tu as en la faisant. Donc, je vais en sortir une bonne. Quelle différence entre aller se coucher dans son lit, imprégné d'une paresse épouvantable, versus aller se coucher parce qu'on reconnaît que c'est une bonne idée de reposer le corps à un moment donné, puis que j'ai fait une bonne journée, puis que maintenant je vais aller me coucher. C'est le même acte, je me mets dans le même lit, dans les mêmes draps, mais ce qui me motive à dormir n'est pas la même chose. Dormir, c'est une action. Écouter, c'est une action. Respirer, c'est une action. Brosser les dents, c'est une action. Tout est une action. Et tout ce qui nous motive dans chaque action est déterminé par une conscience. Tu peux te brosser les dents en étant maniaque et en voulant absolument avoir les dents les plus parfaites au monde pour impressionner tout le monde et pour... ça en devient une marque de commerce. Et je m'identifie par mes dents. Je suis mes dents. Il y en a, ils sont comme ça. Je suis ma dent. Tu sais, c'est simple. Puis c'est leur arme fatale. Un sourire, puis là, ils veulent tout contrôler par le coup. Non, mais ils sont très, très conscients de la dent. Tu sais, c'est de la conscience de la dent. Il y en a qui sont conscients de l'âme, il y en a qui sont conscients des dents. Puis l'importance de la dent est extrême. Alors le jour où ils mangent une noix, puis ça fait craque, alors là, c'est la panique. Là, on sort de la pièce, on va devant 8 miroirs, des loupes, puis là, on regarde s'il n'y a pas un bout de dent qui n'a pas été abîmé, parce que si oui, c'est vraiment une catastrophe. Ça coûte cher en plus. J'exagère juste un petit peu, mais c'est très différent de se brosser les dents avec cette conscience-là que de se brosser les dents par hygiène et une attitude de nettoyer l'appartement un petit peu. Je nettoie les... Je pense que c'était Albert Camus, il avait un texte fabuleux sur les petits bouts d'os qui dépassent comme ça. Puis il disait tous ces gens qui se donnent tant d'efforts juste pour polir des petits bouts d'os qui dépassent. Vue très différente sur la notion d'avoir des petits os qui dépassent. L'idée, c'est que selon la conscience que j'ai, l'action que je fais aura un impact différent. Parce qu'une action qui est faite avec une conscience peut-être négative à définir, va générer une réaction négative. Donc si j'agis avec beaucoup d'attachement par rapport à ce que je fais, peut-être que la résultante de cette action va faire en sorte qu'un jour, j'aurai le sentiment d'une perte, de perdre quelque chose, parce que ça a été nécessaire, ça a été généré par l'attachement. Le fruit va être l'inverse, la perte, le détachement. Il faut faire des demandes d'une manière toujours détachée. Donc, il faut investir dans le détachement. Alors là où je veux en venir, c'est que chaque action peut être habitée par des qualités différentes. Et évidemment, l'attachement est encore un petit peu subjectif, mais l'attachement étant s'approprier, être possessif. Le détachement n'a rien de mal. On peut aimer en étant détaché, on peut respecter les autres en étant détaché, on peut tout faire en étant un peu détaché. Détaché voulant juste dire ne pas être dépendant de, ne pas être soumis à, ne pas être influencé par. Donc le détachement peut devenir une force. Pas populaire du tout en Occident. C'est pas une valeur
Il n'y a aucune publicité que j'ai vue à la télévision qui fait la promotion du détachement. Ça, j'ai pas vu ça. C'est plutôt l'inverse. Tu sais, ma voiture, ma robe, tu sais, ma pizza. Tu sais, c'est vraiment... tout est fait pour nous attacher à tout. Il n'y a rien qui fait la promotion du détachement dans notre société. On vit dans des sociétés matérialistes où le matériel est extrêmement important. La relation devient possessive. Et on s'attache dans nos relations, ce qui crée beaucoup de problèmes en général. Alors, dans l'action, il vient cette notion de conscience, que ma conscience colore mon action. Et là où on arrive dans la loi du karma, qui est une dimension intéressante, on peut concevoir la loi du karma en fait comme une loi d'investissement. Et l'idée du karma, c'est de dire, quand j'agis, si j'injecte un peu plus de conscience élevée, ben est-ce que je me donne des chances de recevoir en retour plus riche, plus fructueux, plus agréable? Exemple, j'ai une relation plutôt fonctionnelle avec mon époux ou mon épouse. Oui, c'est où le riz? Tu l'as mis dans le frigidaire? Je t'avais dit de le mettre dans le frigidaire. Tu mets jamais le riz dans le frigidaire, alors je te demande plusieurs fois. Tu sais, il y en a qui ont des relations très fonctionnelles. Peu colorées par l'amour. Chérie, le riz, tu l'as mis où? Non, ça devient assez technique, assez ferme, et souvent, ben, ça vire en chicane. Et puis ceux qui sont en couple pourront me contredire, mais souvent des disputes de couple, c'est vraiment des choses banales, futiles, qui déclenchent tout à coup une mésentente. Ou avec les enfants, c'est pareil. Ou avec les grands-parents, etc. Mais si on fait un effort pour que l'intention soit bonne, Ouais. en vue de recevoir ou d'avoir plus de chances de recevoir, ça ne défie pas un peu le fait qu'on ne le fait pas naturellement et qu'on travaille pour que le but soit différent ou que le retour soit... Écoute, hein? Alors la question pour ceux qui sont en ligne, si on fait une action dans le but d'avoir une résultante donc plus positive, en faisant des efforts, est-ce que ça n'enlève pas complètement ou ça ne défait pas la loi en soi parce que nos intentions sont égoïstes en fait dans ce sens-là? Pas vraiment, parce qu'on peut le faire dans un sens comme se pratiquer. Tu sais, si on se pratique dans le tennis par exemple ou dans un sport, au départ il faut faire un effort dans le but de réussir. Puis après, ça devient naturel. Mais si je me dis, dans une relation technique, relationnelle, un peu désagréable, puis je me dis, tiens, je vais injecter un peu plus de patience. Mais je vais peut-être pas le faire, je peux peut-être le faire en me disant, oui, je veux le faire parce que je veux arrêter de souffrir dans ma relation. Mais ça, c'est une motivation qui est quand même assez saine, qui est correcte. C'est comme de dire, je vais me mettre un manteau, là, parce qu'il fait drôlement froid, il fait moins 30 dehors. Donc, je me mets un manteau pour pas être malade. C'est peut-être égoïste, mais c'est sain. C'est correct d'avoir ça. Il y a des motivations qui sont saines. Mais quand la motivation est de vouloir recevoir le bonheur plus tard, ou je sais pas... C'est des motivations saines. C'est quand même sain, ces motivations-là. De vouloir faire des choses pour mon propre bonheur, moi je pense que ce sont des motivations saines. De vouloir tromper l'autre pour être plus heureux, là, ça devient malsain. Profiter des autres pour être plus heureux, c'est la malhonnêteté. Mais de simplement se dire que dans une relation, je vais injecter de la patience parce que je veux plus souffrir de cette relation, pour moi, c'est une équation saine, convenable, et c'est un investissement correct. De dire, tiens, je vais être plus sympa, plus patient dans la relation, pour lui faire croire que ça va bien, puis comme ça, je vais pouvoir profiter de ses services, puis lui demander de faire ça. Ça, c'est un peu... c'est un petit peu manipulateur. On est dans un autre domaine. Alors, je pense qu'il y a des motivations saines. De vouloir faire le bien pour recevoir le bien, je pense que c'est sain. Le tennis aussi, tu peux faire un travail pour l'évolution. Ouais, c'est-à-dire? Si tu veux devenir bon tennis, il faut nécessairement Ah ouais, ben, c'est ça. que tu travailles pour devenir bon. Oui, il faut pratiquer, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, Ça vient pas tout seul.
À moins que ça vienne d'une vie antérieure, mais là, on est encore dans un autre truc. Alors, l'idée, c'est, est-ce que la loi du karma peut devenir en fait une loi d'investissement? Et de se dire, ma motivation, c'est d'injecter un niveau de conscience plus élevé dans ce que je fais, dans le but de générer des profits, de générer du bonheur, de générer du bien à plus grande échelle. Et non seulement, en fait, ça devient une motivation pour le soi aussi, mais très rapidement, au départ, il faut pratiquer. Mais en même temps, ça peut devenir des motivations pour les autres aussi. Et très rapidement, de vouloir injecter de la patience dans une relation va sans doute être motivé par le fait de vouloir donner à l'autre un break aussi, ou de donner à l'autre un espace vital, d'amener à l'autre à se sentir respecté, d'amener l'harmonie dans la relation pour le bienfait, non pas que de moi, parce que je ne serais pas en relation conjoint-conjointe avec l'autre si ce n'était pas dans un but collectif. Et ultimement, la motivation va devenir moins égoïste. Mais au départ, l'idée de la loi du karma, c'est de se dire, est-ce que je peux injecter une meilleure conscience dans ce que je fais? Et c'est là où la loi devient intéressante, parce qu'elle nous dit, si j'agis avec un peu plus de patience, le premier à en bénéficier, ça va être moi. Et on peut bien dire, ok, action veut dire réaction, mais c'est quoi en fait la mécanique? Dans la façon dont on le comprend dans la philosophie du Raja Yoga, c'est que celui qui agit, c'est moi. Donc agir veut dire renforcer une qualité ou renforcer un défaut. Si j'agis avec colère, ce que je fais en fait, c'est que je donne du pouvoir à la colère. Vous me suivez? C'est-à-dire que je répète une tendance, ça devient ce qu'on appelle une habitude, donc je fais en sorte que l'habitude est encore plus forte. Quelqu'un qui... Je peux donner un coup de bâton. Quelqu'un a fait quelque chose de mal, donner un coup de bâton. On vous suggère de ne pas le faire, mais moi je vous suggère de jouer au baseball, puis de vous défouler avec un bâton de baseball sur une balle. C'est beaucoup mieux qu'un coup de bâton sur un individu. On peut le faire, mais la résultante sera quoi? Ça va nous revenir un jour ou l'autre. Et donc l'idée, c'est que si j'injecte, si je développe une qualité positive, je donne à cette qualité positive plus de force. C'est au départ, si je fais un effort pour être patient, au départ, ça semble comme un effort. C'est pas naturel, je me retiens. Mais il va falloir distinguer endurer ou tolérer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a qui disent, là, je tolère. Non, tu ne tolères pas du tout. Tu es en train d'endurer, là. Puis tu es en train de rager intérieurement et de ne rien dire, puis de dire, je suis en train de tolérer. Non, tu ne tolères pas du tout. Tu es en train de rager silencieusement, ce qui n'est pas la définition de la tolérance. Donc, si je commence à vraiment tolérer d'un point de vue spirituel, avec respect, avec compréhension de ce que c'est que la tolérance, au départ, c'est un effort. Mais quand je le fais une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, ça devient une habitude. Et la loi du karma fait en sorte qu'en fait, elle est très simple. C'est que renforcer une qualité fait en sorte qu'un jour, dans 5 ans, 6 ans à partir de maintenant, une situation va survenir et j'aurai la tolérance nécessaire. Et au lieu de souffrir de la situation, je vais réagir différemment. Je ne vais pas être joyeux, mais je vais au moins comprendre, je vais réagir différemment, je ne vais pas souffrir de la situation. Mais rager intérieurement, une bonne façon de s'en libérer, c'est de lâcher ce qu'il faut, c'est qu'il faut gérer. Ça, c'est la philosophie de Pierre. De sentir que si tu as de la rage, tu l'exprimes. Pas vraiment. Pas dans le Raja Yoga, on ne peut pas appuyer ça. Parce que si tu dis oui à ça, tu dis oui à tout le terrorisme et toute l'horreur du monde. C'est ça que les gens font. Ils ont une rage, mais ils tuent 20 personnes. Nous, on ne peut pas appuyer ça. Ils vont commencer. Mais on ne peut pas encourager ce cycle de violence. Si tu acceptes, moi je suis inspecteur de chantier de construction, si j'accepte un truc qui n'est pas acceptable, je dis rien, ils vont
il va recommencer. C'est pas ça. Ouais, mais là, tu prends des raccourcis. On dit pas de faire ça. On dit pas d'accepter l'injustice et de ne rien faire. On dit pas du tout la même chose, là. Alors, faut pas mélanger. Mais on peut pas encourager la violence, quelle qu'elle soit. Parce que moi, je peux pas encourager ça. Mais on s'en parlera après, parce que là, on va dévier complètement ailleurs sur les chantiers de construction en plus. Au Québec. Je veux pas m'aventurer là-dedans aujourd'hui. Ils sont un peu... On a du travail à faire dans ces chantiers-là. Mais l'idée, c'est que je reviens donc parce que là on a intervenu, je reviens au fil conducteur de tout à l'heure. Si je développe la tolérance, quand une situation va se présenter, parce que j'aurai développé mon muscle de la tolérance, je serai capable de ne pas souffrir d'une situation. Mais à l'inverse, si une situation arrive, puis que je réagis avec intolérance, je suis en train de donner du pouvoir à l'intolérance. 2 semaines plus tard, une autre situation survient. Mon intolérance est encore plus forte parce que je l'ai alimentée. Donc, je deviens encore intolérant, puis encore intolérant, puis encore intolérant. Et cette intolérance-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend de la puissance et elle me rend inapte, ultimement un jour, à tolérer des banalités, des choses très tolérables. Mais ce que l'on appelle dans notre jargon ici, mon sanskara, mon trait de personnalité, j'aime bien le terme, mon attitude comportementale est devenue tellement forte que je ne la contrôle plus. Et c'est ça qui arrive à la plupart des gens aujourd'hui. On ne contrôle plus notre impatience. On ne sait pas contrôler le respect. On ne gère plus le respect. On respecte ou on ne respecte pas, mais on ne contrôle pas vraiment. On respecte quand l'autre nous respecte, puis on a du mal à respecter quand l'autre nous insulte. Pourtant, le respect, c'est le respect. C'est un muscle. Alors, la loi du karma, en fait, elle n'est pas autre chose que injecter une qualité positive va faire en sorte qu'à l'avenir, cette qualité positive va me permettre de vivre bien des situations. Donc, injecter de la qualité positive, on peut dire c'est injecter une forme de bonheur. Ben oui, ça se multiplie par du bonheur, il y a l'écho, ça rebondit avec le bonheur. Parce qu'après, je suis capable d'apprécier les choses. Et si j'injecte dans une situation, une qualité négative, ben au fil du temps, je me rends esclave de cette attitude négative. Et après, sous l'emprise de l'attitude négative, des petites choses méritent, des situations qui ne devraient pas créer une cassure de relation, créent une cassure de relation. Et il y a beaucoup de relations qui ne méritent pas d'être cassées, mais elles finissent par l'être pour des petits. Vous savez, dans les relations de travail, familiales, juste dans le les gens vont avoir des idées qui s'entrechoquent, ou soit on veut avoir raison plus que l'autre, pour se sentir protégé. Je dirais qu'il y a comme une espèce de bataille psychique un peu Mm-hmm. Les idées qui s'entrechoquent entre les gens. Mais moi, je donne toujours mon exemple qui est très vrai. Et ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas encore réglé ce problème toujours. Mais moi, j'avais l'habitude d'avoir toujours le dernier mot dans les discussions. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. Tu sais, conclure. Je trouve que c'est bon, là, de conclure. Tu sais, de toujours montrer que tu as raison. C'était vraiment un trait de personnalité très fort, qui l'est encore, mais je travaille très fort sur moi. Mais les fois où j'arrive à me taire, c'est rare, ça arrive. Ça crée beaucoup de bonheur, disons. Mais la notion d'apprendre à changer son attitude, honnêtement, pour moi, c'est ça que j'ai aimé dans la loi du karma, c'est de comprendre. Je suis responsable de ce que je fais. Et le jour où j'apprends à faire autrement, parce que je pense autrement, j'en suis le premier à en bénéficier. Et les fois où j'ai réussi à ne pas avoir le dernier mot, j'ai apprécié honnêtement. Je peux m'en souvenir, puis c'est arrivé seulement 2 fois dans ma vie. Non, je plaisante. Et les fois où j'arrive à ne pas avoir le dernier mot, je sais qu'est-ce que ça goûte. Parce que ça goûte quoi? Ça goûte le respect. Hein? Non, ça goûte la paix, ça goûte le respect, ça goûte la considération pour l'autre aussi, quand c'est fait pour les bonnes raisons, bien sûr. Dans ce sens-là, c'est vrai qu'on est dans un monde d'électrons libres qui s'entrechoquent tous les uns entre les autres.
Mais toute la spiritualité est en fait cet art magnifique. Quand je parlais tout à l'heure de dire c'est une danse, la vie est une danse, on apprend à se danser avec... tu veux danser un slow, l'autre arrive avec son tango, il faut que tu ajustes parce que ça ne va pas marcher. Slow et tango, ça ne marche pas ensemble. On peut faire un tango slow, ça peut, on invente un tango slow, tu attrapes l'autre au passage, puis wow, faut pas dire, non, moi c'est le slow point à la ligne. Non, lui il est tango, alors fais un tango slow, faut s'adapter, c'est ça la spiritualité. Et la loi du karma, c'est de se dire, tout ce que je fais, ça va me revenir un jour ou l'autre. Alors pourquoi ne pas apprendre à bien le faire? Pourquoi ne pas apprendre à donner à des petites choses insignifiantes un pouvoir? Et le succès, on parlait de tennis tout à l'heure, mais le succès, on peut le développer dans plein de choses. L'attitude du succès, peut-être qu'on est nul au tennis, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir le bonheur dans ce qu'on fait, puis de sentir la joie du succès. Quelqu'un qui est nul en tennis peut apprendre à être un tout petit peu moins nul. Ça, c'est un grand succès. C'est très bien d'apprendre à être un petit peu moins nul. Mais si tu veux être champion du monde du tennis, là, t'as un problème parce que t'es un peu vieux, mon cher. Alors, vaut mieux être satisfait d'un petit succès, puis développer l'attitude du succès, parce que dans un autre domaine, qui est peut-être celui d'élever un enfant, ou de s'occuper d'un parent, ou de travailler, c'est la même fibre qui va agir, qui s'appelle le succès, développer l'accomplissement, compléter une tâche correctement, ce qu'on appelle le succès. Et donc, c'est bien d'apprendre le succès dans des petites choses, parce que ça va devenir une habitude, puis ça va me permettre d'obtenir le succès dans les plus grandes choses. Être patient devant des petites choses vont me permettre d'atteindre... Moi, j'apprends, honnêtement, je travaille souvent à la maison, j'adore, des fois chez moi, ralentir la vitesse de mes actions. Et souvent parce que nos voisins en dessous, ils m'entendent marcher, puis j'aime pas qu'on se souvienne de moi. Il marchait comme un éléphant, lui, vraiment. J'essaye de marcher comme un ange. Non, j'exagère, mais des fois, je fais attention quand même. Tu veux pas... Puis des fois, je me surprends à être un peu... bang, tu ouvres les placards, tu fais des trucs. Puis là, j'ai hey, calme-toi. Calme-toi. Puis je le fais, honnêtement. Des fois, tu es pressé. Puis quand on est pressé, on est un peu brusque. Et j'adore ces petites choses dans lesquelles j'apprends à... Puis c'est pas exagéré, je suis pas en slow motion, mais des fois je pose des choses plus lentement, plus calmement. J'aime prendre le temps de faire des petits gestes comme ça. Puis apprendre à faire ça fait en sorte que je le fais parce que je sais que je pratique une tendance, je pratique une qualité, je pratique une attitude comportementale. Et que le jour où je vais avoir besoin d'être calme, je l'aurai accumulé. Et ces petits coups de téléphone qui s'accumulent, qui un jour deviennent une facture, si ce sont des petits moments de paix qu'on a accumulés, un jour ils deviennent un grand moment de paix. Et tous ces petits moments de bonheur que j'accumule, un jour ils deviennent un grand moment de bonheur. Et tous ces petits moments de respect que j'ai accumulés deviennent un jour un grand moment de respect. C'est pour ces grands moments-là qu'on vit. C'est pour ces grands événements dans lesquels, waouh, on est bien. Tu sais, il y a des gens, ils vivent des belles choses, sont en vacances, puis ça finit par une catastrophe, parce qu'ils ne se sont pas entendus sur on mange du homard ou de la langouste. Non, j'exagère, mais... mais je l'ai vu dans le... Voilà. J'exagère, mais c'est ça des fois. Des petits conflits, puis moi je l'ai vécu. J'étais en vacances avec une amie, puis ça n'a pas bien été parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur des bêtises. Tu sais, on va-tu se baigner à 2h ou à 2h30? Non, mais je t'ai dit c'était à 2h. Mais non, j'ai pas le temps. Puis tu gâches ta vacance pour des bêtises comme ça. Ça, c'est vraiment ridicule, quoi. Mais ça vient de quoi? Tu es devant un grand spectacle de la nature, devant la mer. On ne peut pas l'apprécier parce qu'on est coincé avec ces petits coups de téléphone qu'on a passés, puis tu as la facture qui arrive plein milieu de tes vacances. Tu nous dois. Ah bon? Non, je n'ai jamais téléphoné, je n'ai jamais fait tout ça. Si. Mais la facture, elle arrive au mauvais moment, en plein milieu de tes vacances. Et c'est ça la loi du karma. Et les moments, on ne les choisit pas. Ils arrivent des fois avec des souffrances, des examens, on pense de tests de la vie, des épreuves de vie. Mais comment on passe nos épreuves?
Tu peux traverser l'épreuve dignement ou tu peux la traverser mortellement. Tu sais. Et on n'a pas le choix, il y en aura des épreuves. Quelles qu'elles soient, il y aura des épreuves dans la vie, c'est sûr. Maintenant, pour s'équiper, la loi du karma devient une loi d'investissement. C'est vraiment de dire dans quoi j'investis. Et l'investissement, c'est de dire bonjour aux gens le matin avec un véritable sentiment de souhaiter le bonjour à quelqu'un. L'investissement, ça devient d'avoir j'aime bien le mot anglais, kindness, c'est la gentillesse, être gentil. C'est bizarre, hein, des fois des mots, quand on fait un arrêt sur un mot, on se dit, c'est quoi ce mot-là, la gentillesse? Et d'où ça vient ce mot, la gentillesse? C'est un beau mot. La douceur. Est-ce que avez-vous des actions? En plus, la terminologie est intéressante. Avez-vous des actions dans la douceur? Ça se traduit par agissez-vous en douceur, mais dans un terme d'investissement, on a des actions dans la douceur. Ou avez-vous des actions dans la brusquerie, dans l'impatience, dans le jugement, dans l'intolérance? Où est-ce qu'on a placé nos actions? Et c'est là où la terminologie, je trouve, de l'investissement est intéressante. Parce que la loi du karma aussi dit que l'action prend de la valeur. Un geste que je pose aujourd'hui, des fois, 5 ans plus tard, des gens vous reviennent et vous disent, c'est il y a très longtemps, tu m'as dit telle chose, puis tu m'as donné un petit truc comme ça. Je l'ai toujours gardé avec moi. Ça m'a inspiré. C'est avoir su, j'aurais acheté la taille supérieure à 10$ plutôt qu'à $1, mais non, je sais pas. Tu te dis, c'était un bon investissement. Tu sais, un tout petit geste, 5 ans plus tard, tu te rends compte que ça a guidé quelqu'un tout au long de sa vie. Et on l'a. C'est une récompense quand quelqu'un vous dit ça. Ouais. Mais ça veut dire que peut-être l'intention que j'ai mis dans ce geste-là était pure. Là, il n'y avait vraiment pas de calcul. C'est venu direct du cœur. Puis on ne l'a même pas vu venir. Les gestes prémédités sont les moins bons souvent. Quand les gens nous demandent de l'aide, c'est là où moi je la donne le moins bien. Quand les gens ne nous demandent rien puis que je n'ai pas l'intention, c'est là où souvent on aide le plus. Parce que ce n'est pas calculé, c'est naturel. Alors les petits gestes, c'est des petites actions, mais c'est des grands investissements. Parce que ça va porter fruit. Et c'est là où on développe, avec la philosophie, dont le Raja Yoga ou la loi du karma, comprendre que chaque moment qu'on vit, on est libre de le vivre simplement, doublement, triplement, selon qu'est-ce qu'on injecte, qu'est-ce qu'on investit dans le moment. Les gens parlent beaucoup en ce moment de vivre le moment présent, mais c'est ça aussi. Vivre le moment présent, c'est pas juste de savourer le moment présent, c'est d'y injecter quelque chose. Une pleine conscience, c'est avoir pleinement conscience de l'autre devant moi, de l'entendre, de l'écouter, de le respecter, de l'aimer, d'être gentil, d'être doux. Tu sais, c'est des qualités qui sont magnifiques, tout ça. Et investir dans ces qualités-là, c'est ça la loi du karma. Dans le sens où on sent que plus je pose des gestes convenables, puis ça va pour moi de la qualité de ma conduite automobile. Maintenant, si vous me surprenez demain conduire vite, je suis cuit, là. Mais ça vient de la vitesse à laquelle on conduit, la façon de conduire, la façon de manger. Tu sais, tu peux manger en regardant la télé, en faisant autre chose, ou tu peux manger en sachant que j'investis dans mon corps, puis que mon corps est très important, puis que c'est un cadeau de la nature. Puis que manger, c'est pas juste manger. C'est un des actes les plus sacrés de la vie, c'est de se nourrir, faut se respecter, c'est le respect de soi. Mal manger, c'est pas se respecter. Puis là, on va dans plein de trucs quand on rentre là-dedans. Mal manger, c'est avoir un manque de respect pour soi. Donc, on investit dans le manque de respect de soi. Un jour, ça va nous faire un gros trou parce qu'on aura une telle mauvaise estime de soi. On va dire, non, moi, tu ne seras pas là. Le jour où on a besoin d'estime de soi, elle ne sera pas là. Le travail nous forme. Moi, j'ai un caractère que j'ai parce que j'ai un job qui exige de dire les choses telles qu'elles sont. On peut apprendre à les dire mieux. On peut tout apprendre à mieux faire, non? On ne peut pas apprendre à mieux dire les choses. Plus de respect, plus de gentillesse, fermeté, discipline. Ils ne sont pas incompatibles. On peut dire à quelqu'un, t'es en train
tu es en train de briser vraiment nos ententes, tu es en train de faire quelque chose de pas correct, d'inacceptable. Je suis obligé de t'imposer des sanctions. On peut le dire sans batte de baseball. Ça se fait. Il y a des gens qui le font. Vous avez dit qu'il ne faut pas creuser son mauvaise estime de soi. Mhm. Comment est-ce qu'on fait contrairement pour la construire? Ah, c'est un podcast. Alors la question, on dit qu'on peut creuser une mauvaise estime de soi. Comment on la construit? Trouver les petits gestes qui sont des gestes qui expriment ce respect de soi. Bien se nourrir. Se dire, par exemple, tiens, je vais... Mettre la table. Ouais. Ou aller marcher. L'intention. Peut-être se dire, tiens, je vais aller me promener au parc. Pas parce que j'ai envie d'aller me promener au parc. Parce que je veux me faire du bien. Quelqu'un qui est stressé. Maintenant, vous êtes stressé. Ben, se dire, je vais aller me promener, à regarder la fontaine au parc, parce que je veux me faire du bien. Si ton ami est stressé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le mettre derrière, tu vas lui masser les épaules, tu vas dire, allez, relax, viens, allez, viens, on va aller marcher un petit peu, ça va te faire du bien. On le ferait pour un autre, mais on ne le fait pas pour soi. Donc, construire le respect de soi, c'est de faire à soi-même ce qu'on ferait aux autres. Quelqu'un qu'on aime, on va lui offrir un gâteau, on va lui offrir un mets, on va cuisiner quelque chose de spécial. Et pour soi, le hamburger, ça va marcher, ou le sandwich est correct. Pour moi, un sandwich est correct. Mais pas pour l'autre. Ben, pourquoi? Des fois, il faut se faire plaisir, il faut se faire du bien. C'est ça le respect de soi aussi. Il faut savoir se dire des choses. Moi, on était à une retraite, et je vais arrêter là-dessus, la semaine dernière, il y a 2 semaines, et la personne nous disait, est-ce que vos pensées envers vous-même sont comme des bénédictions pour vous-même? Moi, ça m'a vraiment comme, wow. Puis elle nous disait, est-ce que chacune de vos pensées, la façon dont vous pensez à vous, est-ce que vous vous bénissez ou vous vous maudissez? Ça va loin, là. Enregistrez-vous quand vous pensez à vous-même. Est-ce que c'est des qualités de pensée qu'on aurait pour les autres, ouvertement? Moi, je me suis surpris des millions de fois à me dire, t'es nul, t'es vraiment nul, t'es tellement loser, tu sais. Je me suis dit des choses comme ça. Ben, tu le dis à ton voisin, il peut te foutre une baffe, là. Alors, pourquoi se le dire à soi-même? Ouais. Mais c'est là, ouais, c'est ça. Mais c'est pas une bonne idée, ça. Ouais. Moi, ben, c'est là où j'aime beaucoup, je sais que j'en parle tout le temps, mais mon prof de tennis, moi j'ai adoré, il m'a appris à me dire, comment tu te parles quand tu joues au tennis? Il m'a vraiment demandé, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Et je me suis rendu compte, je n'arrêtais pas de me dire, je suis nul, je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai encore fait l'erreur. Il dit, tout ça, c'est très négatif. Pour un yogi, là, c'est pas bon. Les Raja yogis ne devraient pas penser comme ça. Mais j'ai appris, en jouant au tennis, à me dire, OK, ça n'a pas marché, mais je vais faire mieux. Ah, OK, il faut que je fasse mieux comme ça. Non, tu es capable. Amuse-toi. C'est juste un jeu, là, on va juste s'amuser. J'ai appris à changer. Et là, maintenant, je fais comme les pros qui se parlent à eux-mêmes tout le temps. Si vous les regardez à la télé, ils se parlent tout le temps, ces gens-là. Alors, j'ai appris à me parler gentiment. Vous aviez une... Pourquoi certaines personnes viennent au monde avec toutes ces qualités-là, puis d'autres? Moi, je connais 2 personnes qui sont élevées de la même façon, avec super intelligence, mais une n'a pas compris ça. À la moitié de sa vie, n'a pas compris, il y a encore cette loi-là, de donner et de retour. Puis l'autre est venu au monde avec ça. Ça, c'est la question piège que j'espérais que personne me pose ce soir. Mais là, on n'a plus le temps, hein, franchement, je suis désolé. Nos amis Facebook, là, ils n'en peuvent plus, là, parce qu'ils tiennent leur téléphone depuis 3 quarts d'heure. Je pense qu'ils ont des crampes dans les bras. Alors, mais la semaine prochaine, ça me fera plaisir d'en parler. D'ailleurs, je ne serai pas là, je pense. La question étant pourquoi certains viennent au monde avec des qualités ou d'autres sans. Bien, c'est sûr, c'est une très bonne question. Ouais. Mais lié à la loi du karma, c'est une question piège parce que ça crée des mécontents quand on répond à ça. Ouais. Mais non, je pense que de façon spirituellement diplomatique, je dirais, on vient tous avec nos bagages spirituels. Et pour nous, on pense que dans la philosophie du Raja Yoga, toutes les âmes, parce qu'on définit bien qui vient au monde, c'est pas le corps, le corps naît aussi, mais c'est l'âme qui vient dans un corps. Et l'âme, chaque âme est unique.
Et chaque âme vient avec son code, non pas génétique, le corps a son code génétique, mais l'âme a son ADN spirituel. Et certaines âmes viennent avec des packages qui fonctionnent, puis certaines âmes viennent un petit peu abîmées. Donc on va parler parfois de vieilles âmes. Puis les vieilles âmes, des fois, se pensent meilleures que les jeunes, mais c'est pas vraiment le cas parce qu'elles sont un peu antiques, c'est-à-dire il y a un petit bout de nez qui manque. Elles ont l'air d'une vieille statue préhistorique. Tu te dis, ça c'est une vieille âme, elle est bien amochée. Le temps ne l'a pas... On a fait une belle statue antique. Mais on pense que l'âme a vraiment une caractéristique unique. Il y a des âmes qui viennent avec un code génétique favorable, d'autres qui viennent avec un code génétique moins favorable. Ça n'empêche pas à celle qui a des codes génétiques favorables de tout gâcher. Ça n'empêche pas à celle qui a un mauvais code génétique de tout transformer. Donc la vie, elle est faite pour nous selon des codes qui font que tout est possible. Il n'y a pas de raison pour quelqu'un de dire « Ah ben moi je suis né comme ça, donc c'est ça ». L'histoire est pleine de gens nés de travers. Et je l'ai vu sur Facebook récemment, même Lincoln et tout ça, mais il y a plein de grands noms de l'histoire qui sont des dérapages au départ. Puis il y a plein de grandes âmes au début qui ont dérapé dans la vie puis qui ont fini. Alors la trajectoire qu'on va suivre, après, elle dépend beaucoup de ce qu'on fait de notre vie. Et c'est là où on espère que la loi du karma nous aide à mieux se comporter, pour avoir les bonnes motivations. Si je sais qu'en faisant ça, j'aurai un investissement positif, ben ça va m'encourager à le faire. Si je comprends mieux qu'en faisant ça, je finis en prison, ben même si c'est ça ma motivation de ne pas aller en prison un jour, on va finir par changer notre façon d'agir. Alors, c'est pas facile et c'est là où on respecte beaucoup la trajectoire des individus. Des fois, on voit des gens qui ont des comportements désagréables. On se dit, ben, ils sont peut-être pas prêts encore à faire le travail. Tu as des gens, ils sont dans une négativité. Tu as beau leur dire tout ce que tu veux, leur montrer, ils ne sont pas rendus là. Il y a des enfants, je ne parlerai pas, mais les parents nous disent, il y a des enfants, qu'est-ce que tu veux? Ça va leur prendre 4 chutes pour un jour comprendre que ce n'est pas une bonne idée de marcher avec les lacets défaits. Puis tu as beau leur dire, attache tes lacets, ils ne veulent rien savoir. Ben, laisse-les se casser la figure, puis un jour, ils vont peut-être en avoir marre de se casser la figure, puis eux-mêmes vont se lasser les lacets. Enfin, je dis n'importe quoi, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'ils sont élevés? Oui. Ils sont élevés dans l'amour. Puis... Chaque enfant et chaque âme a sa trajectoire spéciale. Mais les âmes sont tous égales. Non. C'est ça. C'est là où je dis que c'est politiquement no correct. Là. C'est là la question. Non, les âmes, chaque âme est unique. On est tous différents. Unique, ben, je veux dire, on a tous le même potentiel. Ah oui? Plus ou moins, On a tous le même potentiel. Je ne sais pas. Pas nécessairement. non. Non. Ben, c'est là où il y a plein de philosophies différentes. Hein. Nous, notre philosophie, c'est de dire on aimerait que ce soit comme ça. On aimerait pouvoir dire ça, mais on voit que chaque âme, peut-être, à chaque moment de sa vie, a un potentiel différent. Moi, je préfère l'idée on dit souvent des petites âmes, des grandes âmes. Tu as des âmes AA, AAA. Tu as des âmes, tu sais, comme les piles. Tu as des piles, des petites piles, des grosses piles, des générateurs. Et je pense que selon l'évolution de l'âme, il y a des passages dans lesquels une âme est faible, une âme peut être forte. Mais là, comme je vous dis, là, on rentre dans le sujet de la semaine prochaine, je pense. On va laisser ça. Alors, ceux qui nous suivent sur Facebook, j'espère que l'expérience était intéressante. Live stream, c'est ce qu'on fait toutes les semaines. L'idée de provoquer des pensées. Hein. Nous, la loi du karma, c'est la loi du rebond. L'important est que chacun parte avec ses idées, puis y réfléchisse. Et la notion d'investir dans ce qu'on fait, d'investir dans nos actions, de créer des qualités positives pour qu'elles nous servent. Je pense que c'est ça un peu l'intention de la discussion. Alors, on réfléchit à ça. On peut conclure peut-être par quelques minutes de méditation comme d'habitude. Alors, s'il y en a qui nous écoutent en ligne, qui sont en train de conduire, je vous conseille d'arrêter le véhicule. Ou non, je ne sais pas si vous voulez expérimenter. Prendre juste quelques instants peut-être pour juste ressentir le calme intérieur.
quand on prend le temps d'écouter nos pensées. Ressentir que je suis libre de créer la pensée que je souhaite. Je choisis mes pensées. Je peux remplir mes pensées avec des bonnes intentions, une volonté de bien faire, une volonté de bien vivre. Est-ce qu'on n'a pas tous un peu la même volonté? Celle de vivre une belle vie, d'avoir une vie agréable, de profiter de la vie. Est-ce qu'on n'aimerait pas être capable de vivre chaque moment pleinement? D'être capable de rester contenté, satisfait devant chaque situation. Et de se dire que peu importe les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est moi qui suis responsable de ce que je ressens. Je peux réagir de façon négative ou de façon positive. Et tous les efforts que je fais dans la vie sont des efforts pour améliorer la qualité de ma vie. Et quand je sens que ces motivations pour la vie sont bonnes, positives, j'ai beaucoup moins d'intérêt à vouloir juger les autres. J'accepte beaucoup plus facilement. Je sais que ce qui est le plus important, c'est ma façon à moi de réagir. Parce que chaque fois que je réagis devant une situation, c'est comme si j'investissais encore une attitude, une qualité. Et de la même façon qu'il peut être vraiment très agréable de faire pousser des plantes, faire pousser des arbres. Il faut y donner du temps, il faut y donner des soins. Je peux aussi décider de faire pousser des qualités en moi. Et je dois leur donner du temps. Et devant chaque situation, reconnaître quelle qualité je dois arroser, quelle qualité je dois nourrir. Et quand je ressens que ce qui me motive dans la vie vient d'une force positive, je retrouve pleinement ce qu'on appelle simplement la joie de vivre. Ce sentiment de liberté intérieure. Et je reconnais que je n'ai pas à subir ce qui se passe autour de moi. Et tout ça commence par mes pensées. Alors j'apprécie ces moments
dans lesquels j'arrive à remettre de l'ordre dans mes pensées. Et juste prendre le temps de générer des pensées pures, des pensées puissantes. Alors, je souhaite de prolonger cette réflexion. S'il y en a qui sont en ligne, qui veulent la prolonger en ligne, on peut le faire. Sinon, chacun dans son univers intérieur, réfléchir à tout ça pour les prochains jours. Et puis, la semaine prochaine, hein, c'est ça? Tu commences par la construction, ok. Alors, bonne semaine à toutes et à tous et plaisir. À la semaine prochaine. Om Shanti.